Voilà donc mon atelier. Donc en fait ici c'est j'ai atterri ici, c'est la chambre d'amis. C'est le coin DVD, c'est là où on regarde des séries télé. Et en fait j'ai été expulsé par ma fille de mon vrai atelier quand elle a voulu avoir sa chambre. Donc je suis ici, bon, j'ai installé ma table par rapport à la lumière parce que je suis droitier. À portée de main j'ai une petite collection de dictionnaires, ça sert toujours. Là c'est la fameuse armoire rouge où il y a tous mes scénarios. Derrière il y a une armoire remplie de papier blanc qui ne demande qu'une chose, c'est que je travaille dessus. Et là, sur ma table, il y a tout mon matériel, mais en double, en triple. Par exemple, là, il y a 3 critériums. Les gommes crayons, la gomme normale, la gomme rigolote, et puis la gomme électrique. Les pots de peinture, tout le matériel. Alors ça, c'est surtout les couleurs que j'utilise tout le temps. Les palettes. Alors ça, c'est une idée de Mazan, de ne pas acheter de palettes et de prendre des assiettes. Voilà, comme ça, on a toujours ces couleurs sous la main. La colle, tout ça, des trucs, je sais même plus ce qu'il y a là-dessous. Et là, sur le côté, donc, là, il y a toute ma collection de musique, de CD, parce que j'écoute beaucoup de musique, donc les anglais, américains, et puis tout ce qui est français de l'autre côté. Voilà. Puis il y a quelques jouets aussi qui traînent, ça fait partie de ma collection. Je passe à peu près 13 heures par jour sur ma table, et donc voilà, j'aime bien quand je travaille voir mes jouets préférés, les avoir à portée de main. Je collectionne donc les jouets depuis presque 30 ans maintenant. Ça fait partie de mon travail, je crois. Je crois que ça me nourrit mon imaginaire et ça m'a permis d'avancer beaucoup plus dans mes histoires, dans ma recherche, la recherche de moi-même, on va dire. Je fais beaucoup de brocante, ça occupe aussi mes dimanches. Et voilà, j'accumule. Je sais pas à quoi ça sert, mais j'ai besoin de faire ça. Il y a beaucoup de jouets qui ont un rapport direct avec la bande dessinée, par exemple les figurines de Tintin ou les Astérix. Puis j'ai d'autres jouets, des automates à piles, les Battery Toys, que les lecteurs de la nef ont vu en œuvre dans mes albums, quoi, parce que ça a un lien direct avec mon univers, quoi. Tout ce qui est robot, automate, ça me passionne depuis que je suis tout petit, quoi. J'ai découvert la bande dessinée à 18 ans, la bande dessinée adulte, parce que j'étais un lecteur étant jeune des Tintin, Spirou, Lucky Luke, Astérix. Pas tout, mais 2-3 albums de chaque au moins. Et donc à 18 ans, en cours d'anglais, il y a quelqu'un qui lisait Les Compagnons du Crépuscule de Bourgeon. Et il m'a passé la BD, j'ai lu ça et je me suis dit c'est ça que je veux faire. Et en fait ça correspondait vraiment à ce que j'avais envie de faire parce que moi je faisais des études d'architecture. J'avais déjà fait un stage en entreprise et la vie en entreprise ne m'avait pas plu du tout. Et là en fait la bande dessinée ça m'offrait plein de choses, plein de possibilités. Bon, d'abord l'écriture, le goût de l'écriture, la perspective, les décors, et puis faire vivre des personnages, la couleur, le bricolage aussi. Parce que sur mes planches de BD, il y a beaucoup de collages, d'astuces que je ne fais pas avec Photoshop. Donc découverte de la BD à 18 ans, puis j'ai envoyé un dossier à Angoulême parce que même à Marseille, on avait entendu parler de cette école-là qui venait juste d'ouvrir. J'ai envoyé un dossier mais ils ne m'ont pas pris. Donc après le bac, je suis allé faire une année probatoire à Aix-en-Provence. Et j'ai renvoyé un dossier l'année d'après, j'ai été pris cette fameuse promotion où il y avait Tiburce, Mazan, Alain Hérol, Masbou, Jean-Luc Loyer, voilà. Et donc 3 ans d'Angoulême, 3 ans de BD et 3 ans de dessin animé aussi en même temps. Voilà. Parce que dès la 2e année, on a été embauché dans le dessin animé. Et en tant qu'étudiant, on touchait 1200 € par mois. On ne voulait plus retourner à l'école. Donc l'école avait fait un pacte avec l'entreprise et on allait 3 jours dans le dessin animé et 2 jours à l'école. Mais comme on perdait 75 € par jour d'école, on allait plutôt 5 jours par semaine quand même dans le dessin animé et on faisait nos pages là-bas. Le tout premier album, ça a été Les Enfants du Nil en fait. C'est un recueil, Guy Delcourt était venu à l'école et il a eu la bonne idée de venir jusqu'ici donc, à Angoulême. Et il a découvert plein de jeunes auteurs qui avaient envie d'en faire. Voilà, donc il a donné une carte de visite à Mazan la première année, à Joël Mouklier, à Claire Wendling et à moi l'année suivante. Et surtout, il a fait l'album qui s'appelle Les Enfants du Nil, qui est un recueil de petites histoires en noir et blanc. Le deuxième album, c'est Les Remparts d'écume avec Joël Mouklier. Et là, j'étais que scénariste en fait. Ça m'a beaucoup apporté de faire ce bouquin-là parce que j'ai vu que ce que je racontais, ça pouvait marcher avec un bon dessin. Il suffisait juste que moi, j'améliore mon propre dessin et ça pourrait passer. Et comme j'ai été viré de cette histoire-là, ils ont pris un autre scénariste, et ben je me suis lancé sur La Nef des Fous, voilà, qui a été accepté au bout d'1 an.
par Delcourt. La Nef des Fous, c'est une petite histoire que j'avais fait déjà quand j'étais étudiant. J'avais emprunté le titre à Géronimus Bosch. Et j'avais fait une petite histoire avec un robot et un savant. Et c'est celle-là qui a été publiée dans Les Enfants du Nil, justement. Et ce titre me plaisait bien, et j'avais plusieurs envies, mais je ne savais pas quoi faire, quoi. Donc j'ai fait la liste de ce que je voulais dessiner et la liste de ce que je voulais raconter. Et au bout d'un certain temps, des idées se sont télescopées, et ça a donné cet univers-là, mais il n'était pas aussi riche au début, quoi. Il y a des idées qui sont venues au fur et à mesure, comme les rayures qui n'étaient pas prévues dès le début, quoi. J'ai travaillé dessus pendant 17 ans. Quand j'ai envoyé ce scénario à Guy Delcourt, c'était pour un album de 96 pages. Que j'ai coupé en deux. La première partie, c'était le tome 1, et les 6 autres tomes, c'est le tome 2. Voilà. Et non, j'avais pas prévu que ça dure aussi longtemps, mais comme cet univers m'a plu et qu'il était très riche et que je ne m'y suis pas ennuyé un seul instant, et que je l'ai arrêté simplement parce que j'étais arrivé au bout de cette histoire-là, mais je compte en refaire des Nefs des Fous, c'est pas fini, quoi. J'ai encore des choses à dire avec tous ces personnages, quoi. Mais j'avais envie d'essayer d'autres histoires, comme j'ai fait Gribouillis à une certaine époque. C'est une idée qui m'est venue en faisant la couverture du Petit Roi, c'est-à-dire à peu près à l'époque du tome 4. Et de temps en temps, je faisais une page, 2 pages, et puis j'avais accumulé une vingtaine de pages. Puis à un moment, l'envie était trop forte, c'est ça que j'avais envie de raconter, et plus la nef. Voilà. Donc je me suis mis à Gribouillis. Ça a été dur le retour à la nef, ouais, pour plusieurs raisons. D'abord que Gribouillis n'avait pas trop bien marché, et puis il a fallu que je me replonge dans un vieux scénario déjà, parce que j'avais mis de côté des idées qui ne me convenaient plus sur la Nef des Fous. Finalement, en remaniant tout ça, ça m'a plu. Je me suis remis là-dedans assez facilement. J'étais arrivé au bout par rapport au scénario que j'ai écrit il y a 20 ans maintenant, en 91, donc il y a 22 ans même. Voilà, j'étais arrivé au bout de l'histoire que j'avais proposée à Guy Delcourt 22 ans auparavant. Donc il fallait que je m'arrête, quoi. Mais quand j'ai écrit le texte de fin, quand j'ai dessiné le dos de couverture avec les personnages Arthur et Clorinthe en prince et princesse, je me suis dit c'est marrant, je ne les ai jamais dessinés comme ça dans les bouquins. Et en fait j'aimerais bien raconter tout ça finalement. C'est sur une foire aux bestiaux ou sur un marché aux puces où j'ai dû me poser la question quelle serait la réaction des gens si un sex shop s'installait là sur cette place. Par contre je ne me rappelle plus à quel moment ça m'est venu cette idée là. Mais c'était à peu près au tome 5 ou 6 de la Nef, c'est-à-dire il y a un petit moment déjà. Et je me suis dit, surtout ne pas refaire la même bêtise, ne pas refaire comme l'album Le Petit Roi, le hors-série, ou refaire comme Gribouillis, interrompre ma série pour faire encore un nouveau projet, parce que là je vais couler ma série, quoi. Donc j'ai attendu de finir la Nef des Fous pour pouvoir faire cette histoire-là. Et c'était pas une très bonne idée non plus, parce que quand j'ai pris le dossier, il était vide le dossier, il y avait juste le pitch, mais il n'y avait pas les personnages, il n'y avait pas la camionnette, il n'y avait rien. Donc c'est un énorme boulot de création. Et comme le gros boulot de création de la Nef, je l'avais fait il y a 20 ans, moi ça faisait longtemps que je n'avais pas justement fait ce travail-là. Le voyage improbable. J'envoie des paléontologues dans l'espace. Et voilà. J'aime bien mélanger plusieurs idées. Dans la Nef des Fous, il y en avait encore plus que ça, mais voilà, que vont pouvoir raconter des paléontologues si on les envoie dans l'espace. J'aime bien cette idée-là, quoi. Donc le phare. Et alors sachant que je suis assez nul en paléontologie, et de même que l'espace, j'y connais pas grand chose, mais je me documente. Voilà. Pour la paléontologie, je demande à Mazan, autrement j'ai des bouquins sur l'espace, sur la Lune, pour le vocabulaire, pour pas trop me planter. Parce que ça reste une histoire complètement loufoque, mais il faut quand même qu'il y ait une base assez sérieuse. L'histoire du phare, ça date du tome 1 de la Nef en fait. C'est Guy Delcourt qui m'avait demandé, donc il y a 20 ans, de trouver un scénario pour un auteur qu'il avait. Et j'avais trouvé cette idée de phare qui part dans l'espace. Et finalement, ils m'ont plus relancé, donc cette histoire était restée un peu dans mes cartons. Quelques temps plus tard, au bout de 4-5 ans, je l'ai proposé à Guilhem Beck et à Jean-Luc Loyer. On devait travailler à 3, donc 2 scénaristes et un dessinateur. Mais l'histoire m'échappait, c'était plus mon histoire, vu qu'il y avait un co-scénariste. Et ça me plaisait pas. Donc voilà, j'ai ressorti de mes cartons cette vieille idée. Là, il y a une petite armoire rouge là, qui est gavée de scénarios. J'ai travaillé pendant 3 mois pour trouver des idées de projets. Alors je trouve parfois des idées qui m'intéressent, je pense qu'ils sont de bonnes idées de scénario, mais que j'ai pas du tout envie de dessiner. C'est ça un peu le souci aussi quand on est auteur et dessinateur en même temps. C'est que ça m'amène vers des univers réalistes. Même si l'idée est bonne, je me sens pas de dessiner ça. Moi j'ai envie de dessiner des trucs fantastiques, des univers rigolos. Donc
Donc j'ai stocké pas mal d'idées là dans cette armoire. Comme je suis auteur complet, ben, je suis d'abord scénariste, donc ça commence par des pages et des pages d'écriture. Une fois que je suis satisfait de mon texte, je peux commencer à attaquer le découpage. Donc pour la même page, il m'arrive d'en faire plusieurs. Alors ça c'est des découpages avec pas mal de dessins, mais il m'arrive d'être plus succinct au niveau du dessin, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que des cases avec des bulles. Mais pour la même page, j'en fais parfois plusieurs. Hein. Ça correspond toujours à la même planche, des recherches. Et une fois que je suis satisfait par mon découpage, j'attaque des recherches de dessin. Voilà, ça. Et ça, c'est pareil, c'est pour la même séquence de 2 cases. Je voulais quelqu'un qui utilise une pioche, voilà, qui tape avec une pioche. Voilà, donc des tonnes et tonnes de dessins. Voilà. Alors des fois, le premier était bon, mais je ne m'en rends pas compte. Donc je le refais, et puis je ne trouve pas mieux. Puis en fait, finalement, au bout de quelques heures, je reprends le premier que j'avais fait. Voilà. Donc une fois que j'ai fait mon dessin et que j'en suis satisfait, je noircis derrière. Et je peux ainsi le reproduire. C'est-à-dire que je prends ma belle feuille, je sais pas, la page sur laquelle je travaille. Voilà, donc c'était pour cette page-là d'ailleurs. La séquence de la pioche. Je prends ma page, une fois que j'ai noirci derrière, je peux reproduire mon dessin sur ma planche. Comme ça. Et après, donc, c'est ancrage soit au bic, stylo bic, soit au tring d'architecte. Ça dépend des cases, ça dépend des moments, de l'humeur. Et après, ben, la mise en couleur, c'est avec ces petits pots-là.